John Washington Lebina dans la grande interview. Mesdames et messieurs, merci d'être sur Tcheleka Media. Il est président de la fondation Ebina, aussi membre des organisations de la société civile qui luttent pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie. Bonsoir, John Washington Lebina. Merci, nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau de Tcheleka Media. D'entrée de jeu, depuis quelque temps, on a l'impression que la Fondation Ebina est en hibernation, moins d'activité. Vous n'êtes plus assez présent sur le terrain comme avant. Nous étions bien en action, nous continuons à être en action. C'est vrai que notre visibilité n'est pas aussi grande qu'auparavant, mais nous restons dans notre conviction qui est d'aider la population qui continue malheureusement à souffrir très grandement. Voilà. Président de la Fondation Ebina et membre des organisations, nous l'avons dit, de la société civile. Alors, quel est aujourd'hui l'état ou encore l'état de santé de la société civile aujourd'hui? La société civile, en soi, elle n'est pas à plaindre. Ce sont des organisations qui, par conviction, travaillent pour essayer d'étayer ou d'essayer de mettre la visibilité sur les exactions, sur la précarité, sur les violations au quotidien. Et donc, ce sont des citoyens congolais qui ont accepté de défendre la cause qui n'est pas défendable pour certaines personnes. Ce sont des gens qui sont parfois opprimés, mais qui croient en des valeurs. Donc, la société civile congolaise, elle se bat avec la réalité, la précarité. Parce que vous savez, au Congo-Brazzaville, lorsque vous dénoncez la réalité, lorsque vous parlez de la vérité, vous êtes souvent considéré comme étant quelqu'un qui est contre le progrès. Au fond, absolument pas. Les membres de la société civile, quel que soit leur bord, quel que soit ce qu'ils défendent, nous considérons que ce sont des personnes qui ne sont pas à condamner. Il faut plutôt regarder de l'autre côté de la gestion où se passe le problème. Tout à l'heure, quand j'entamais cette interview, je parlais de l'action, de la présence de la Fondation Ebina, mais c'est aussi peut-être le même constat que nous faisons avec la société civile. Nous constatons qu'il y a, si on évalue 10 ans en arrière, on constate que l'action de la société civile congolaise, elle est de plus en plus faible sur le terrain. On regarde avec l'OCDH aujourd'hui qui devient presque instable, changement à la tête à chaque instant. Trésor Ndila est parti. On a changé. Là encore, on a changé. Et qu'est-ce qui explique un peu cette désorganisation au sein de la société civile congolaise? Vous savez, lorsque vous parlez de Trésor Nzila reste un modèle de grande action. C'est d'abord un partenaire, c'est l'un des grands leaders de la société civile que je respecte, avec qui je partage le combat. Et d'ailleurs, avoir quitté l'OCDH l'a donné simplement l'envie de continuer la lutte, puisqu'il a créé CAD. CAD, c'est le seul organe, c'est la seule organisation qui fait un rapport détaillé et qui est reconnu sur le plan des Nations Unies. C'est un travail qui est efficace, qui est pointu, qui est documenté. Et donc, le président Zila reste en action. Il a quitté l'OCDH, mais l'OCDH est une organisation comme une autre. Ce n'est pas une organisation qui peut être citée comme étant simplement une organisation d'exemple. C'est une organisation qui existe, qui malheureusement n'avait pas appréhendé le travail du président Zila. Je crois que cela a été une très grande erreur, parce que je crois que c'est un homme qui est engagé, c'est un homme qui lutte plus que sa propre vie, qui lutte, qui donne sa vie au combat qu'il mène. Et donc, il reste engagé. L'interprétation que vous pouvez faire est une interprétation relativement vraie. Mais vous devez savoir que le Congo en soi est un pays où certaines personnes ont fait comme allégeance à une manière d'être les griots d'un système. Lorsque vous voyez la société civile, vous regardez les gens qui défendent la vérité, et vous regardez ceux qui défendent leur poche. Nous laissons libre champ parce que la liberté de concevoir et d'analyser est libre. Mais il y a, et nous y croyons, certaines organisations qui restent pointues, qui restent vraies, qui restent dans leur combat, le combat de la vérité tout simplement. Donc c'est vrai, il y a des moments évidemment où vous constatez qu'il y a peut-être... vous savez, on ne vend pas de médias non plus. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, vous qui êtes aujourd'hui un modèle, nous sommes visibles, mais le fait de ne pas avoir d'organes de médias, c'est parfois on a l'impression d'être pas en action, mais nous remettons le combat de la société civile aux populations. Le témoignage des populations reflète souvent ce que nous faisons. Voilà. On reste sur votre organisation dans son ensemble. Alors, vous êtes souvent taxé d'opposant, sinon il y a une opinion qui a du mal à différencier les organisations de la société civile
aux actions de l'opposition. Alors, dites-nous pourquoi est-ce que vous êtes toujours du côté opposé. Vous ne donnez pas des points positifs au gouvernement. Tout est noir pour les organisations de la société civile. Vous savez, lorsque vous dites ça, je me mets à la place des familles qui vivent au quotidien dans Brazzaville et qui subissent une misère et une violation systématique dans leur vie. À ce moment-là, vous allez me poser la question de savoir pourquoi je critique, mais dans le fond, moi, je ne critique rien, c'est la réalité congolaise qui est critique. Il y a à peine 2 jours, la famille Massamba nous informe qu'ils ont perdu, et je parle au conditionnel parce que nous sommes encore en train d'enquêter sur le problème, que un membre de leur famille est mort au commissariat central, après une détention, quoi que ce soit. Simplement, il faut rappeler qu'il y a tellement de violations au Congo que lorsque nous évoquons, lorsque nous révélons la réalité, nous sommes taxés d'opposants. Mais vous savez, finalement, dans le fond, être opposant au Congo, c'est être dans la vérité. Puisque dire la vérité était un problème. Avant que j'arrive chez vous, je constate qu'il y a encore des routes cassées, des nids de poules partout. Il ne faut pas les dénoncer parce que lorsqu'on dit la vérité, ce n'est pas acceptable. Lorsque vous constatez des jeunes qui, au lieu d'aller mourir dans la Méditerranée, meurent dans un camp militaire pour aller chercher de l'emploi. Alors, il ne faut rien dire, parce que quand on le dit, on est opposant. Mais je l'accepte cela. Parce que ma conscience ne m'autorise pas à accepter la misère de mon peuple, la misère de notre peuple. Donc, si pour ceux qui dirigent la République, nous sommes considérés comme étant opposants, mais nous sommes opposés à quoi, finalement? Alors, quelle est aujourd'hui la situation des droits de l'homme au Congo? Ça s'améliore? Elle est préoccupante. Elle reste préoccupante. Elle reste une situation qui est malheureusement inacceptable. Lorsque vous constatez le rapport international sur le classement du Congo en ce qui concerne les violations des droits de l'homme, le Congo reste parmi les derniers pays qui malheureusement gagne quand même un point. On a vu le gouvernement se féliciter. Gagner un point, écoutez, si vous gagnez un point sur à peu près 200 pays, vous n'avez finalement rien fait. Dites-moi qu'on a gagné 50 points, qu'on a gagné 100 points, je vous dis d'accord. Le président de la République, dans sa lecture et même le gouvernement, les droits de l'homme ne sont pas une priorité. C'est pour ça que vous constatez qu'il n'évoque jamais ce sujet-là. Le fait que les commissariats soient bondés, les maisons d'arrêt bondées, cela ne dit absolument rien au pouvoir public. Voilà pourquoi ils n'amélioreront pas les conditions. C'est comme s'ils acceptent l'état des lieux, ils acceptent les violations. On ne peut pas accepter au Congo que des jeunes, après avoir étudié la médecine, se fassent matraquer, se fassent agresser, parce qu'ils demandent leur intégration, quoi que ce soit, mais c'est aberrant. Voilà un pays qui finalement n'accepte pas les valeurs de la réalité congolaise, qui demande à ce que les jeunes puissent avancer. Donc toutes ces violations-là, il faut les dénoncer. Et nous les continuerons à les dénoncer parce que cela mérite d'être fait. Est-ce que vous gagnez quand même, puisque dénonciation pour dénonciation, et quel est donc l'objectif réellement, puisque depuis quelques années, vous venez de le dire que la situation des droits de l'homme au Congo ne s'améliore nullement, mais vous êtes toujours dans la dénonciation. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un combat, on va dire, perdu d'avance ou un combat vain? Absolument pas. Votre chaîne est arrivée il y a quelques années, mais avant ça, lorsque nous dénoncions certaines situations, nous avions aussi des changements. Il y a des personnes qui reculent lorsque leur visage est cité dans les affaires publiques. Il y a certaines personnes, je vois aujourd'hui Séléka, je vois la matinale, je vois beaucoup d'organes qui aujourd'hui expriment leur vérité. Mais c'est vrai, ce sont des petites victoires. Mais lorsque lorsqu'on rassemble ces petites victoires, cela montre qu'il est possible de changer les choses dans la vérité. Donc nous ne considérons pas que c'est des petites choses. C'est vrai, nous voulons le grand changement. C'est vrai que cela ne nous fait pas plaisir de voir des prisonniers politiques comme le général Mokoko ou Kombi Saïso en prison. C'est vrai de voir que le pays n'avance pas et lorsque la liberté d'expression est en pied. Tout cela est un problème. Mais il faut aussi accepter que petit à petit, en éveillant les consciences, en rappelant la vérité, en rappelant simplement que nous avons un pays qui a des textes, qu'il faut respecter ces textes-là, nous arriverons à un changement un jour. Si Joe Washington Ebina, si nous restons sur ce que vous dites, vous, sur votre conclusion de la réalité au Congo, j'ai envie de savoir, mais qu'est-ce qui aujourd'hui demeure, quelles sont les pesanteurs? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, selon ce que vous dites, que rien ne change, selon votre rapport? Il y a tout simplement un problème de manque de volonté politique. Je suis désolé de vous le dire dans votre chaîne ici, les acteurs politiques, dont le président de la République et son gouvernement, n'ont aucune volonté à ce que les choses s'améliorent. Sinon, ça se serait su. Après autant d'années de gestion, après autant d'années de gouvernement et de gestion,
il y aurait des grands changements au Congo. Mais il n'y a pas de volonté politique. Voilà pourquoi le manque de volonté politique entraîne le Congo dans cette impasse, dans un pays où jusqu'aujourd'hui, les choses ne s'améliorent pas. Et il faut plutôt dire que les choses s'aggravent. On a envie de savoir ce manque de volonté politique, c'est à quel niveau, puisqu'il y a quand même eu un nouveau gouvernement. Après je n'ai pas envie de repartir encore plus loin. Quand on regarde, il y a 5 ans de cela, 7 ans, il y a eu un gouvernement. Et là, nous avons un nouveau Premier ministre, pour ne pas citer Clément Mwamba, paix à son âme. Mais il y a eu quand même des Le gouvernements. changement, vous savez, C'est pas ça la on va, volonté de changer les on va choses. pas être critique, on va être réel. Ceux qui dirigent la République se changent des postes à longueur de journée. Celui qui était ministre dans un ministère va dans un autre, sans avoir de grands changements et de grands bilans. Il n'y a pas d'amélioration. Les mêmes dirigent la République, mais dans le fond, il faut même se poser la question, à quoi ça sert? C'est sur le terrain qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'emploi, il y a la précarité. Dites-moi, est-ce que les Congolais ont réglé les problèmes? Est-ce que les gouvernements congolais ont réglé le problème des érosions? Absolument pas. La vie au Congo devient beaucoup plus chère. Donc le changement de gouvernement est un changement qui n'apporte absolument rien. Ça ne change pas la vie des Congolais, ça ne change pas le vécu, ça n'améliore pas les droits de l'homme au Congo. Les arrestations arbitraires continuent. Donc c'est pour dire que lorsqu'on fait une lecture du gouvernement congolais, on regarde ceux qui sont la gestion. Évidemment, le président de la République est là depuis très longtemps. Ses collaborateurs sont les mêmes depuis très longtemps également. Mais à la fin, qu'est-ce que l'on constate? Si vous me dites que construire les tours jumelles, ça fait avancer un pays, je vous dis désolé, pas du tout. Vous parlez des tours jumelles, mais j'ai envie de vous rappeler que le gouvernement a débloqué quand même, on se souvient bien des engagements vis-à-vis de la STPU, on se souvient bien des engagements de résoudre les problèmes des érosions et surtout de prendre aussi, de secourir tous les sinistrés des inondations récentes. Alors, vous dites quand même que non, mais le gouvernement n'a rien fait. Vous avez parlé d'Ornano, l'affaire Ornano. Le gouvernement a rapidement intervenu dans cette affaire-là. Vous savez, 5 milliards. vous avez évoqué un exemple. STPU, c'est la compagnie de transport. Je suis allé personnellement là-bas parce qu'il y avait une situation de violation des droits de l'homme par rapport à un cas d'accident et donc la personne n'avait pas été assistée. Nous avons rencontré le directeur qui nous a dit, mais je suis désolé, je vois très bien que vous voulez critiquer nos structures, mais je vous rappelle que mon seul problème aujourd'hui, dans mon entreprise, je n'ai pas de pneus. Il me manque des pneus pour ajouter le nombre de bus dans Brazzaville. Il n'y a pas de volonté. Les gens ne font... Il y a comme cette envie de faire semblant, de faire croire qu'il y a quelque chose se fait. Mais les populations ne témoignent pas assez. Donnez le micro au citoyen congolais lambda, celui qui est courageux de dire la vérité, vous dira, il n'y a pas de grand changement. Tous ces exemples qui arrivent, malheureusement, n'apportent pas, si vous voulez, une amélioration des conditions de vie. Et donc, je reste sur cette base-là, parce que c'est la réalité qui m'impose à dévoiler simplement cette réalité. Voilà. L'année 2024, année consacrée à la jeunesse, vous avez suivi la déclaration, le message du président, le message de vœux. Nous ne revenons pas sur ce message, mais juste 2 semaines après, hein, ça a été très vite fait, le gouvernement prend encore une batterie de mesures, parmi lesquelles réformer le FIGA, la CPE, toutes ces structures qui s'occupent des questions d'emploi et de formation. Il veut encore accompagner, parle du recrutement de 10 000 emplois publics et 90 000 dans le secteur privé. Est-ce que ce ne sont pas là des avancées, M. Diorassio Ksonebila? Non. Je vous dirais non parce que... Ça ne vous rassure pas? Non, Congolais que je suis, j'ai vu beaucoup de déclarations politiques et j'ai vu très peu d'actions. Je me souviens du président de la République qui avait parlé à un moment des passeports. Mais ça reste une précarité pour ceux qui ont l'envie de quitter le Congo. Lorsque vous parlez de la jeunesse, mais je suis surpris que le président de la République parle aujourd'hui de la jeunesse. Ça fait 40 ans qu'il gère la République. Et si c'est seulement maintenant qu'il considère que la jeunesse a un problème, ça veut dire qu'il n'a pas la lecture de la réalité. Je pense que les jeunes au Congo ont compris qu'ils ne font pas partie d'un système. Et donc, quand on ne fait pas partie d'un système, on cherche à sortir. On cherche à chercher les passeports ou à sortir, ou alors à rentrer dans l'armée. Parce que l'armée reste évidemment le seul endroit où certains ont un salaire assuré pour eux et pour leur famille. Mais il n'y a pas d'espoir dans la jeunesse. Pourquoi ? Parce qu'on n'incite pas cette jeunesse à travailler comme il se doit. Je vous donne des exemples terre à terre. Le péage au Congo coûte très cher. Alors, lorsqu'un jeune se permet même de lancer dans l'agriculture, pour emmener même ses vivres au niveau de Brazzaville, il faut payer des montants exorbitants.
Tout ça, ce sont des petits signes qui montrent qu'on n'a pas la volonté. On a l'impression plutôt que le peuple est opprimé et que les gens sont plutôt poussés à respecter les ordres sans pour autant leur donner la liberté de s'épanouir. Donc ce n'est pas une réflexion pour nous. Si vous m'aviez dit que le président de la République était dans une nouvelle activité ou c'était quelque chose de nouveau, je dis non, ce sont les mêmes, ils nous apporteront la même chose. Il n'y a pas de grand changement. Et ensuite, il faut le dire, mais qui répond devant la bonne gestion? L'affaire Figare, mais ça a fait scandale dans les réseaux et partout. J'ai entendu aucune personne répondre devant les tribunaux par rapport à cela. Mais c'est la réalité qu'on laisse qui est cela. On a l'impression que le pouvoir de Brazzaville a tendance à se protéger les membres, protéger le clan, mais à la fin, c'est le peuple qui subit. Brazzaville a abrité l'année dernière l'un des grands sommets, dit le sommet des 3 bassins. Brazzaville, on l'a vu, se métamorphoser. Les travaux d'urgence ont été lancés d'abord en premier temps Brazzaville et Pointe-Noire, mais surtout la concentration autour de Brazzaville. On a vu Brazzaville changer quand même de figure. C'est quand même des bonnes actions. Je dirais, c'est des actions qui malheureusement ne sont liées qu'à un certain moment. Le sommet est fini, les routes dans Brazzaville restent délabrées, pourquoi on ne les arrange pas? Pourquoi attendre qu'il y ait un sommet pour mettre la peinture sur les voies, pour arranger les nids de poules? Pour quel intérêt? Congolais que nous sommes, nous devons d'abord respecter notre peuple, lui faire comprendre que ce peuple-là mérite de vivre dans les bonnes conditions, et pas simplement lorsque certains étrangers arrivent pour qu'on puisse mettre la peinture et arranger les voies. Le sommet des 3 bassins, mais attendez, il faut qu'on arrête de berner un peuple qui malheureusement a déjà vu et sait très bien, quels que soient les discours qui passent, les Congolais savent très bien qu'on ne les respecte pas. Pendant un sommet, vous parlez de la manière dont on doit gérer les ressources naturelles en demandant de l'aide de l'extérieur. Mais que le gouvernement congolais fait avec les moyens que nous avons au Congo? Pourquoi ces moyens ne sont pas utilisés pour améliorer ces conditions-là? Et puis moi, je vous dirais qu'en 2024, le Congo-Brazzaville n'a pas de priorité en matière d'environnement. Nous avons une priorité en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de logement. Les Congolais ont besoin de se soigner convenablement. Les Congolais ont besoin de vivre convenablement. Les Congolais n'ont pas simplement besoin de parler comme le monde, parce que j'ai l'impression que c'est un, oui, mais c'est une question qui préoccupe le monde entier. Vous parlez de la communauté internationale, ne cesse de marteler dessus. Les chefs d'État africains se déplacent d'un coin du monde à un autre pour parler de la protection de l'environnement, et vous dites que ce n'est pas... Ce n'est pas du tout. Je considère que pour le Congolais lambda, pour la maman congolaise, ce n'est pas une priorité de parler de l'environnement. Mais écoutez, parlez-moi du panier de la ménagère, parlez-moi des champs de Brazzaville, parlez-moi des problèmes d'érosion, parlez-moi des hôpitaux qui manquent des médicaments pour soigner les citoyens. Mais ne me parlez pas de l'environnement. L'environnement, c'est un message des nations qui ont atteint un certain niveau de développement. Si on parle de la France qui parle des réchauffements climatiques, si on parle des États-Unis, on peut comprendre cela. Mais le Congo-Brazzaville n'a même pas encore fait... On a des besoins de base. On a besoin de mettre notre peuple dans des conditions de bonne santé. Parlons des exemples. Je vous parle de la santé parce que pour moi, c'est un point qui me touche énormément. Il y a quelque temps, avant qu'il y ait le drame d'Ornano, des familles entières qui allaient dormir dans les gradins d'Ornano pour se faire soigner parce qu'il y avait une campagne de santé organisée par les militaires. Mais les gens venaient de leur maison dormir dans les gradins. C'est pour dire qu'on ne le dit pas assez, la santé est préoccupante au Congo. Ne me dites pas que c'est le dérèglement climatique, ne me dites pas que c'est les tours jumelles ou les palais présidentiels qui sont construits dans la République. Les priorités de l'État ne sont pas les priorités de la population. Voilà, les priorités de l'État ne sont pas les priorités de la population. On a vu les organisations de la société civile réclamer les états généraux de la nation. Il faut regrouper tout le monde autour d'une même table parce que la situation, et puisque c'est ce que vous avez dit, la situation sociale, économique et même politique, vous l'avez dit, voilà, est très catastrophique. Et donc, il faut s'asseoir autour d'une même table. Mais le Congo a quand même connu les dialogues, non? Pourquoi pensez-vous que ce que vous réclamez changera les choses? Parce que l'histoire de l'humanité a démontré que quels que soient les conflits à travers le monde, le dialogue reste la seule solution qui permettrait au Congo, qui donnerait la possibilité au Congo de parler d'une manière différente. À l'heure actuelle, le Congo parle d'un seul message. C'est le message du président de la République qui dit que tout marche très bien, les institutions marchent très bien. Mais souvent, lorsque vous écoutez le président de la République, vous avez l'impression que sa lecture n'est pas la lecture du Congo. Le Congo n'est pas le reflet de ses discours. Tout ce qui se passe
tout ce qui concerne le dialogue est en relation avec simplement la volonté des gens de s'asseoir, la volonté des communautés, aussi bien chrétiennes, musulmanes, politiques, société civile, de s'asseoir et de trouver les bonnes solutions. Nous ne parlerons jamais de solutions, sans évidemment la libération du général Mokoko et du président et du ministre Komi Saïssa, parce que le pays a besoin de penser ses plaies. Le pays a besoin de trouver des solutions dans les choses qui ne marchent pas. Les contradictions qu'il y a eu, ça fait 8 ans aujourd'hui que certains sont en prison simplement parce qu'ils ont exprimé des idées contraires. Cela n'est pas normal. Cela ne peut pas permettre au Et puis pays d'avancer. ça, c'est vous qui continuez de l'affirmer, qu'ils ont juste donné un avis C'est contraire, notre mais interprétation. leur Il n'y a pas de problème. condamnation par la justice ne dit pas la même chose que vous, hein, Joe Washington Lebina. Vous continuez quand même à marteler Nous resterons sur une position d'équité, nous resterons sur une position où, à travers le monde, vous connaissez les pays qui ont avancé, sont pensé les plaies des problèmes politiques. Les prisonniers politiques, pour nous, sont des prisonniers politiques. Le pouvoir de Brazzaville peut nous donner l'interprétation, mais lorsque vous regardez la lecture même des Nations Unies, les Nations Unies ont condamné ces arrestations. Et jusqu'aujourd'hui, donnent un avis contraire à la réalité congolaise. Donc pour nous, cela est une obligation de regarder le Congo dans un dialogue, d'organiser évidemment un dialogue, une concertation pour penser les plaies et regarder le Congo avec un peu plus d'espoir. Voilà. Il y a un autre aspect, nous allons boucler notre interview bientôt. Vous avez parlé il y a quelques années de l'ascenseur au CHU, c'était vraiment votre bataille. Est-ce que la situation s'est améliorée quand même depuis là? Oui, l'ascenseur arrive au CHU, l'ascenseur marche, mais malheureusement, il y a des pannes, il y a des problèmes d'électricité, tous les bâtiments n'ont pas d'ascenseur. L'ascenseur est un petit problème derrière le fait que beaucoup de malades n'ont pas d'accès aux soins d'insuffisance rénale. Ça reste un grand problème. Le CHU en soi est le reflet d'une société qui a oublié ses malades. Les dirigeants congolais ont oublié parce que certains se font soigner à l'extérieur, mais le Congolais lambda va toujours au CHU. Et il y a des médecins là-bas qui essaient de faire leur travail, il faut les encourager, mais il faut dire également que les conditions restent très précaires. L'ascenseur, oui, ça marche aujourd'hui, et espérons que ça continuera. Il y a aussi la question des logements sociaux. Vous avez ceux construits à Mpila, précisément à Dragage, pour ceux qui connaissent Brazzaville. C'est dans le 6e arrondissement de la capitale. Ces maisons sont en vente, 60 millions pour certains, sinon voire plus pour d'autres. Alors, aujourd'hui, selon le rapport du gouvernement, il faut à peu près 15 000 logements par année pour couvrir ce déficit. Il faut rappeler que c'est un scandale national. Au préalable, il faut savoir que ces logements avaient été construits par rapport à la population de la zone à cause du 4 mars. Aujourd'hui, on a l'impression que ces maisons sont le reflet d'un clan qui se partage. Qui aujourd'hui a la capacité d'acheter ce genre de maison? Seuls ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont les moyens. Donc ce n'est pas construit pour les populations. Ces populations n'ont pas de moyens. Les gens n'ont pas des millions pour acheter des maisons. Les gens ont le peu qu'ils ont ne peuvent pas se permettre d'acheter ces maisons-là. Donc c'est comme les maisons qu'ils avaient construites à Bakongo. C'est pareil. C'est ces maisons aujourd'hui qui après ont été occupées par ceux qui dirigent la République. Ou des dames, ou les concubines, ou les frères, ou les enfants, mais ce n'est pas la population qui profite de ces logements-là. Et donc le problème n'a pas été résolu. Le problème de logement au Congo est un problème qui reste poignant. C'est un problème qui reste réel, dans la mesure où même lorsque vous construisez, on peut condamner certains qui construisent sur les montagnes parce qu'il y a des érosions et tout le reste, mais ils n'ont pas le choix. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autres propositions. Parce que la politique du gouvernement en matière de logement quasiment n'existe pas. Voilà pourquoi les Congolais eux-mêmes trouvent des solutions d'aller construire dans les quartiers. Malheureusement, certains perdent leur maison, mais c'est d'abord et avant tout la faute des pouvoirs publics qui ne créent pas les canalisations, qui laissent d'abord les gens construire et ensuite déplorent les érosions. Et c'est un scandale. Et le scandale, il faut le rappeler sur le fait que souvent, le Congo est devenu un pays de constat. Et ce constat n'émeut personne. Il y a une année, il y a un jeune garçon au nom de Trésor qui a essayé de sauver sa mère sur des routes vers Itatolo et a perdu la vie et sa mère. Mais aujourd'hui, cette voie n'a pas été améliorée. Donc le drame peut encore arriver. Il n'y a pas de changement. Il y a des discours, mais il n'y a pas de changement. Voilà, nous avons appris que vous organisiez une marche à Pointe-Noire avec la jeunesse, c'est vrai? Non, il faut préciser que les organisations de la société civile avaient demandé par la voie légale d'organiser une marche par rapport à la situation de Pointe-Noire.
Pointe-Noire est une ville pétrolière qui est catastrophiquement dégradée. Personne ne dit rien. Personne ne fait rien. Donc il faut un petit peu se réveiller pour demander au pouvoir public qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous n'êtes pas trop précis puisqu'on Pointe-Noire compte parmi les zones économiques spéciales choisies par le gouvernement. Nous avons vu le gouvernement poser d'ailleurs la première pierre à Pointe-Noire. Et vous avez aussi entendu les discours du gouvernement pour une municipalisation active à Pointe-Noire. Mais vous ne croyez pas à tout ça? Non. Les municipalisations accélérées et organisées par le programme du gouvernement et par le président de la République n'ont pratiquement rien apporté. Vous voyez, c'est le même discours que le président de la République tient en ce qui concerne la jeunesse. Se consacrer à la jeunesse. Pour nous, c'est un discours qui n'a pas de fondement. Une société travaille en amont. Imaginez que le président de la République nous dise aujourd'hui c'est l'année de la jeunesse. Mais il faut plutôt dire qu'il faut faire avancer la République dans tous ces secteurs. Parce que les retraités, ce sont les mêmes qui soutiennent la jeunesse. La jeunesse, ce sont les mêmes qui soutiennent les retraités. Donc tous les secteurs doivent avancer au même moment pour permettre à tous les secteurs d'avancer. Mais lorsque vous consacrez à un secteur, cela n'apporte rien. La preuve des municipalisations accélérées, c'était ville par ville. Aujourd'hui, vous remarquerez que finalement, on a l'impression d'avoir rien fait. Parce que les problèmes de canalisation sont restés, les problèmes de voirie sont restés. Ce n'est pas une lecture que nous constatons efficace pour la gestion de la République. Et cette marche vous a été totalement a été rejetée, votre demande a été rejetée? Ce n'est pas la première fois. À chaque fois que nous demandons l'organisation d'une marche pacifique, cela est rejeté. Mais lorsqu'on rejette la marche, mais au moins qu'ils nous montrent la preuve de changer la ville. Puisqu'ils ne veulent pas qu'on ait des marches pour revendiquer l'amélioration de la situation de la ville, mais à ce moment-là, arranger la ville. Est-ce que c'est une alternative, marcher, même si elle est pacifique, cette marche? Mais écoutez, c'est la méthode légale que nous avons. La Constitution nous donne ce droit de marcher lorsque nous constatons faire une revendication. La marche, elle est pacifique. Elle demande simplement que les gens prennent en considération que la gestion de Pointe-Noire est catastrophique. Vous avez constaté quoi exactement à Pointe-Noire, puisque mais à vous entendre les parler, inondations, vous voyez bien que les maisons à Pointe-Noire, les routes sont totalement délabrées. L'accessibilité circuler à Pointe-Noire est d'une gravité incroyable. Si on vous dit à Pointe-Noire que c'est une ville pétrolière, vous allez dire mais où va l'argent du pétrole, puisque la ville est délabrée complètement. La circulation est catastrophique. Les érosions partout, dans certains endroits, les maisons inondées, les routes cassées, les nids de poules partout. Mais attendez, c'est incompréhensible. Alors, où sont les dirigeants lorsque l'on regarde ce genre de choses? Pourquoi les dirigeants ne font rien par rapport à une réalité qui est là? Pourquoi sont-ils aussi insensibles à la réalité de la population? Et ça, nous ne l'acceptons pas. Voilà, pour terminer, je parlais de l'année de la jeunesse tout à l'heure. Quelle est la lecture que vous faites, vous, de cette jeunesse, la jeunesse congolaise? Non, elle est abandonnée. La jeunesse congolaise est perdue et abandonnée. Elle n'a plus de repères. C'est-à-dire que les critères du repère sont plutôt à l'extérieur. Le jeune Congolais veut aller en France ou aller aux États-Unis parce que là-bas, il pense avoir plus d'espoir. Et donc, au Congo-Brazzaville, l'espoir n'est plus là. De toute manière, vous regarderez au Congo, il n'y a pas d'usine. Sur quelle usine vous allez inviter les gens à travailler? Ces jeunes, lorsqu'ils veulent simplement se retrouver pour revendiquer quelque chose, on envoie les policiers pour les mater, comme si c'était incompréhensible de s'asseoir et réfléchir. Tout ce qui est fait pour la jeunesse aujourd'hui est malheureusement d'une manière... On utilise la jeunesse pour... les élections, pour se faire plaisir. Lorsqu'il y a des propagandes à faire, à ce moment-là, on leur donne de l'argent pour aller soutenir un candidat. Mais tout ça, c'est une bombe à retardement. Ces jeunes-là, un jour, en auront marre et diront on en a assez. Et comment envisagez-vous l'avenir du Congo dans 1 an, 2 ans, 5 ans? Écoutez, le combat continue. Le combat vers l'amélioration des conditions de vie continue. C'est un problème de valeur, c'est un problème de conviction. Nos convictions ne s'arrêteront pas par rapport à la mauvaise gestion des dirigeants publics. Nous savons très bien que depuis de longues années, les dirigeants sont là pour s'enrichir. D'ailleurs, ils le font à longueur de journée. Mais nous restons dans un combat de vérité, un combat de texte, un combat de droit, un combat où nous disons simplement que si vous avez pris la fonction de travailler ou d'être président, d'être ministre, que l'on regarde sur le terrain un changement. Parce que ces pauvres populations ne demandent pas grand-chose. Ils demandent simplement un peu de lumière. On n'en a pas. Un peu d'eau. On n'en a pas. Un peu d'emploi. On n'en a pas. Un peu de médicaments dans les hôpitaux. On n'en a pas. Finalement, qu'avons-nous au Congo? Eh bien, rien. Voilà, Joe Ashitone-Bina, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Vous êtes certainement resté sur votre soif. Avez-vous un mot à dire? Simplement de dire que, au-delà de ce que l'on croit, il y a des personnes au Congo, dont certains sociétés civiles et d'autres, qui luttent. Je tiens simplement à dire un mot en hommage au président Nganga. Il y a un monsieur, un président de la société civile qui est décédé il y a quelques jours. Il travaillait beaucoup pour le peuple autochtone.
Il est mort, il avait une grande conviction, il nous accompagnait partout. D'abord, nous, on l'accompagnait également. Il est mort parce qu'il croyait simplement, il est mort en ayant le souffle, évidemment, de croire que le Congo allait changer. Il n'a pas vu le changement au Congo dans l'amélioration des conditions, mais nous disons simplement à sa mémoire que la lutte, elle continuera. Avec nous et après nous, ceux qui croient en la vérité se battront. Voilà. Merci de nous avoir suivis. La grande interview est arrivée à sa fin. Joas Sultan Ebina, président de la Fondation Ebina, il est également membre des organisations de la société civile qui luttent pour la défense des droits de l'homme et la démocratie. Nous allons vous retrouver la semaine prochaine avec un autre invité. Merci de vous abonner et de partager ce contenu.